extraordinaire. Ce 41e Paris-Nice est extraordinaire. Aujourd'hui, on pensait se reposer jusqu'au Montfaron à l'arrivée à Toulon. Eh bien, ce n'est pas le cas. Loïc Mathieu, vous êtes avec un groupe d'échappés. Ils sont 5 qui sont en train peut-être de gagner Paris-Nice. Absolument, ces 5 échappés qui sont Kiefel, Vermote, Lehmann, Bombini et Pedersen ont encore 3 minutes d'avance sur le peloton après en avoir compté plus de 5 après l'Espigoulier. Cet échappé s'est déclaré au 32e kilomètre sous l'impulsion de Greg Lehmann. Derrière, il s'est passé aussi beaucoup de choses. Et le fait le plus important, c'est l'abandon de Pascal Lans. Juste après l'attaque de Greg Lehmann, Pascal Lans a chuté et il a dû abandonner. Pour l'instant, ces 5 hommes ont toujours 3 minutes d'avance sur le peloton. Les deux plus dangereux au classement général, ce sont Kiefel et Lehmann. Les plus frais, eh bien, ce sont Kiefel, Lehmann effectivement, Pedersen, Vermote qui tout à l'heure a tenté un démarrage, et le moins frais des 5, ce serait peut-être l'Italien Bombini. Ceux qui montent le mieux, eh bien, Kiefel et Lehmann. Mais comme le Montfaron est un exercice de style particulier, il faut se méfier de tout le monde, y compris peut-être même de Vermote. En tous les cas, ceux qui m'apparaissent les plus frais, c'est dans l'ordre Vermote, Kiefel et Lehmann. Et je peux peut-être, Sébastien, si tu te laisses décrocher, je peux peut-être aller voir carrément Roger Leger pour lui demander si cette tactique était déjà prévue. Vous me laissez le temps, André, de me rapprocher de Roger Leger et je vais lui demander si cette tactique... Roger, est-ce qu'il était prévu ce matin que Greg attaque dès le début de l'étape? Non, pas spécialement Greg, mais disons toute l'équipe qui avait une chance au classement général, comme Jérôme Simon, Rosevaux et même Greg, d'attaquer effectivement, parce qu'il nous reste que jusqu'à demain soir pour le faire. Merci Loïc, merci Roger, mais quel extraordinaire aussi coureur que ce Greg Lehmann. Vous l'avez vu alors qu'il y a une vraie bagarre actuellement. Bernard, il a souri, il a regardé la caméra, il nous a fait un petit signe. C'est vraiment un champion exceptionnel. Oui, nous l'avons vu ce matin au moment du lancement de son échappée, alors que cet échappé était en train de se développer. Il ne possédait alors qu'environ 1 minute 30 à 2 minutes d'avance. Lehmann paraissait très à l'aise. Il faut dire qu'hier, déjà les aides de Leger avaient commencé à sonner la charge. Vous avez vu plusieurs fois à l'attaque. Et j'ai vu également Roger ce matin qui m'avait confié qu'il faudrait attaquer pour pouvoir déstabiliser cette équipe Toshiba. Eh bien aujourd'hui cette équipe Toshiba était quelque peu déstabilisée, puisque avant cette échappée de 5 hommes il y a déjà eu d'autres tentatives et cette équipe Toshiba n'était que très peu représentée dans ces tentatives. Et puis pour couronner le tout, si l'on peut dire, pour accentuer tous ces malheurs, eh bien, il y a eu la chute de Pascal Lans dans une descente et Pascal Lans a dû abandonner. Voilà, et nous retrouvons le peloton des poursuivants avec un travail d'équipe des Toshiba aidé, et ça c'est intéressant, par les Castorama. Alors expliquez-nous Bernard, pourquoi est-ce que les Castorama, avec Thierry Marie, avec Laurent Pignon, peuvent aider comme ça les équipiers de Toshiba? Eh bien parce que l'équipe Castorama n'a personne dans l'échappée. C'est déjà la seconde fois que ça se produit, puisqu'hier c'était la même chose. Il y a certainement eu un mouvement d'humeur de Cyril Guimard envers ses coureurs, qui leur a dit puisque vous n'êtes pas capable d'aller échapper, ben maintenant vous allez rouler. La prochaine fois comme ça vous serez plus attentif. Peut-être aussi parce que Cyril est gêné que Lehmann et quelques autres soient devant, tout simplement. Et puis aussi parce qu'il compte certainement sur Laurent Fignon pour faire un truc dans ce Montfaron. Et évidemment, à ce moment-là, il faudrait donc que Laurent Fignon se présente avec, peut-être pas les hommes de tête, mais tout au moins avec un retard qui n'excède pas la minute 30 au pied du Montfaron. Loïc, je crois que vous avez assisté à un véritable festival de Greg Lehmann dans toutes les descentes qui se sont succédées alors que nous approchons de Lioul, qui sera notre prochaine ville traversée à 12 km de l'arrivée. Je crois que Greg Lehmann a été étourdissant dans la descente du col de l'Espigoulier. Oui, absolument étourdissant, mais il n'y a pas que lui. Vous savez que Bombini, Vermote sont également de très grands rouleurs. Et c'est vrai que toutes les descentes se sont faites excessivement rapidement. Mais nous sommes à 13 km de l'arrivée et il n'y a plus que 2 minutes, attendez même pas, 1,52 d'avance pour les 5 hommes. Ce qui fait pas mal de changements et c'est sûrement sous l'impulsion des Castorama et des Toshiba que cet écart s'est considérablement réduit. Alors je repars à l'avant vous faire un autre chronomètre car j'ai l'impression que maintenant il va se passer beaucoup de choses d'ici le sommet du Montfaron.
Oui, toujours en tête donc du peloton, les Castorama et les Toshiba. On l'a vu sur cette image de Régis Forissier, qui nous permet en même temps de vous préciser que vous pouvez toujours trouver le nom de celui qui s'est mis le plus en évidence aujourd'hui. Il suffit de composer le 3615 sur votre Minitel code SR3 et de taper le nom a priori plutôt celui de Greg LeMond, de Kiesfeld, de Vermont, de Bombini ou de Pedersen, ou peut-être de ceux qui font le travail derrière. Qui sait, vous avez jusqu'à 10 km de l'arrivée pour le faire, alors que évidemment derrière, ce sont les Castorama qui sont 4 en tête du peloton pour mener la chasse derrière Greg LeMond. À mon avis, ça ne doit pas plaire tellement à Laurent Fignon de voir Greg LeMond faire un numéro en début de saison. Oui, puis je pense que, je répète, que Fignon espère toujours d'ailleurs, hein, c'est tout est possible, espère faire un beau numéro dans ce Montfaron, mais il lui faut attaquer le Montfaron avec un handicap qui ne soit pas insurmontable, et pour l'instant, eh bien, les Castorama sont en train de réduire ce handicap. Ça ira certainement également en s'amenuisant de plus en plus, parce qu'en principe, un peloton revient toujours très très fort sur des échappées. Également, un élément à prendre en compte, c'est que tout de même les échappés ne peuvent pas se permettre d'arriver au pied du faron complètement cuit. Donc il leur faut tout de même en garder sous la pédale, c'est-à-dire garder des réserves. Alors que les équipiers, eux, de Toshiba et de Castorama n'ont pas ce problème-là. Ils peuvent donc emmener le peloton à très très vive allure jusqu'au pied vraiment du Montfaron, à 6 km de l'arrivée environ. Mais quelle a été dure, quelle a été belle cette étape, 164 km à travers tous les chaînons provençaux qui sont d'origine pyrénéenne, c'est-à-dire qu'ils sont encore tout neufs, on pourrait dire, avec en particulier la montagne Saint-Victoire qui a été détruite pratiquement par le feu il y a quelques temps. Et pour terminer donc le Montfaron, une étape somptueuse, vous voyez, avec sans arrêt, Bernard, on le voit sur ce dessin de l'étape, sans arrêt des petites côtes à monter et à descendre. Un parcours très accidenté, d'ailleurs vous pouvez voir qu'il y avait une côte relativement proche du départ, qui a généré une échappée qui ensuite a été rejointe parce qu'il n'y avait déjà pas d'équipier de Toshiba dans cette échappée. Puis après il y avait également la côte de Puy-Loubier et celle de Gardanne. Et la côte de Gardanne qui avait été rajoutée parce qu'aujourd'hui à Gardanne c'est jour de marché, le Paris-Nice n'a pas pu emprunter la route qu'il aurait voulu. Donc on a fait monter aux coureurs une côte à 17%. C'était une côte qui était très très difficile, qui a marqué les organismes. Et ensuite il y avait également la côte de Saint-Antonin, le col de l'Espigoulier, pardon. C'était vraiment une étape très très dure aujourd'hui. C'était tout à fait le profil d'étape pour une attaque d'envergure. Loïc, est-ce que vous avez eu le temps de prendre justement l'écart entre ces 5 de tête qui ont fait maintenant l'essentiel du travail dans cette étape, car ils sont partis au 32e kilomètre, c'est Greg LeMond qui est parti avant d'être rejoint par ses 4 coéquipiers, et on se retrouve maintenant à 15 km de l'arrivée environ, c'est-à-dire qu'ils ont fait pratiquement 150 km en tête. Loïc, vous avez un écart déjà? Non, c'est difficile de joindre Loïc maintenant, alors que le peloton semble revenir très fort avec Castorama qui mène l'allure avec Toshiba. Il faut dire que les routes se prêtent également aux grandes manœuvres de peloton. Ce sont des routes qui sont très larges, dont le revêtement rend bien, c'est-à-dire qu'il est très lisse. Il n'y a pratiquement pas de vent. Et puis c'est en léger faux plat descendant qui permet au peloton de progresser à une allure extrêmement rapide. Et puis je répète que les équipiers du peloton, évidemment ils se font du souci pour monter le Montfaron quand même, mais ils n'ont pas le souci d'arriver avec quelques réserves au Montfaron. Et actuellement vous voyez à l'image, les échappés semblent avoir quelques soucis avant ce pied du Montfaron. On a l'impression qu'ils ont ralenti l'allure. Pourquoi? Parce que chacun veut arriver au pied en ayant tout de même quelques réserves, parce que c'est indispensable. Et le seul qui ne semble pas jouer ce jeu-là, eh bien c'est Greg LeMond, qui a mené maintenant l'allure juste devant tout le monde, et en particulier Vermont, le concurrent de chez RMO, qui maintenant prend le relais. Il faut dire que Greg LeMond, étant a priori le meilleur grimpeur du lot, peut lui se permettre de faire un peu plus d'efforts que ses compagnons. 6% sur cette petite côte à l'entrée de Lioul. Juste un apéritif avant le Montfaron. Malheureusement pour les concurrents, ce n'est qu'un apéritif, parce que le Montfaron est beaucoup plus difficile. Regardez la belle allure de Greg LeMond. Rien à voir avec l'allure qu'il avait l'année dernière à la même époque. On retrouve plutôt le Greg LeMond du Tour de France.
ils ont un coup de pédale efficace, mais également une présence d'esprit efficace. Parce que tout de même, ce matin, l'échappée s'est produite dans une descente pratiquement. C'est pour ça que dans les descentes, ces 5 coureurs-là sont très très forts, parce que ce sont 5 très bons descendeurs. Et le peloton qui semble revenir très vite, une 24 simplement d'avance maintenant pour les 5 échappés. Loïc, est-ce que vous êtes avec le peloton qui est mené par les Castorama? Loïc? Non, on n'a pas encore tout à fait Loïc. La liaison avec vous, c'est difficile. Oui, et Bernard. Le peloton se trouve maintenant dans ce léger faux plat et on peut se rendre compte que maintenant c'est un coureur d'Istor, je crois bien, qui a repris la tête. Serait-ce encore notre ami Stumpf? Étonnant ce Stumpf, oui, mais évidemment, c'est lui. Ronan Pinsec en seconde position, qui, lui, bien, après sa bonne performance d'hier, se sent également des fourmis dans les jambes avant ce Montfaron, où en principe il devrait être à l'aise. Nous sommes revenus maintenant. Ah non, ben voilà, nous revoilà sur le peloton. Il me semble avoir distingué. Quel travail ce Stumpf. Étonnant, ce Stumpf, on le retrouve avant les pieds de cône, on le retrouve avant les moments de sprint. C'est un équipier formidable. C'est également un homme qui est très très motivé par les succès de Capes. Capes qui est un grand comme lui. Et qui se trouve dans c'était simplement pour vérifier si ça fonctionnait. Bon, maintenant ça fonctionne. Vous l'avez dit, l'écart diminue considérablement à l'approche du Montfaron. Mais il faut dire, et Bernard Thévenet l'a souligné tout à l'heure, il faut dire que les 5 échappés prennent le soin maintenant de se requinquer alors que Vermeuth vient d'en mettre un petit coup. Alors que, ben oui, c'est ça, oui, tout à fait. TFL était en train de se regarder avec Bombini, le temps de se regarder, et Vermeuth, qui depuis tout à l'heure était très remuant, on a mis un petit coup, il a pris une 50aine d'avance, il est en compagnie de Per Pedersen qui lui aussi fait un début de saison époustouflant. Rappelez-vous, sur le Tour de Valence, il avait fait 197 km tout seul, c'est un excellent rouleur, mais regardez avec quelle fraîcheur et avec quelle tonicité Craig Lemon revient sur les deux hommes, ce qui nous promet un très très beau final. Quant à Bombini, eh bien Bombini, lui, s'est refait une santé dans les roues de tout le monde, alors que tout à l'heure il avait été relâché, on l'a vu prendre à la régulière ses relais, et là, eh bien, il revient, non pas facilement, parce que là, ça va vite, je vais même vous dire à combien on va 60 à l'heure, à 10 km de l'arrivée, eh bien, il ne revient pas facilement dans la roue de Craig Lemon. Ah oui, il faudra pas se regarder comme ça, mes enfants, là, parce que il va se passer des choses. Et c'est donc revu pour tout le monde. Bombini qui pousse même Kiefel qui se retourne vers lui en lui disant chacun son tour de faire son boulot, et Kiefel le fait, son travail. Il s'en va chercher Per Pedersen qui lui aussi a tenté de partir. C'est à Bombini de faire l'effort et à creuser à boucher le trou. Per Pedersen se retourne. Vermeuth lui est en dernière position. Et c'est Bombini, je vous l'ai dit, qui s'est refait une santé. C'est Bombini qui va revenir sur Per Pedersen. Et ça va revenir tout à fait normalement avant de passer à ce feu tricolore. Très bien Loïc, on se retrouve donc à 10 km de l'arrivée maintenant, ce qui vous permet de dire aux téléspectateurs que c'est fini, ne peuvent plus taper sur leur 36-15. Dommage pour Pedersen. Oui, il nous a peut-être impressionné au dernier moment. Et Vermeuth également. Alors expliquez-nous Bernard, toutes ces attaques, a priori ça voudrait dire que le groupe n'est pas très solidaire. Ça voudrait dire surtout que Vermeuth par exemple n'est pas du tout grimpeur et qu'il préfère prendre un petit avantage sur ce groupe avant le pied du Montfaron, puis ça veut dire surtout que cet échappé a maintenant de très très grandes chances de se faire rattraper. Chance pour le peloton, malchance pour eux bien sûr. Mais à partir du moment où il commence à y avoir la zizanie comme ça et des attaques dans l'échappée, c'est pratiquement fini. D'ailleurs on peut voir que maintenant Craig Lemon essaye de ramener, de redonner une âme, de redonner du corps à cet échappé, mais certainement que Bombini par exemple ne participera plus du tout, nous allons voir. Kiefel va certainement garder aussi un petit peu sur la réserve. Il va passer pour montrer qu'il n'est pas vraiment cuit, qu'il est encore capable de faire un effort, mais sans vraiment grande conviction. Et du coup, également, et je suis sûr que nous allons voir dans quelques kilomètres que le peloton aura repris un petit peu de terrain. C'est toujours très mauvais de progresser en dents de scie, c'est-à-dire tout à l'heure, Loïc nous a dit que c'était à près de 60 à l'heure, maintenant ils sont peut-être à 30, 37 ou 40, alors que le peloton, lui, roule toujours à 50 à l'heure, à une vitesse linéaire. Et à ce moment-là, il est certain que le peloton reprendra du terrain aux échappées. Et puis sans compter qu'également de faire des efforts importants comme ça juste avant le pied du Montfaron peut leur être fatal.
Alors justement, finalement, on se rend compte que c'est peut-être les Toshiba et surtout les Castorama qui ont bien mené leur marque aujourd'hui. Oh, bien mené, c'est peut-être pas le mot, parce que s'ils avaient pu inclure chacun un homme dans l'échappée, ça aurait été beaucoup plus facile pour eux. Et bien maintenant, il leur faut faire l'effort pour revenir, mais on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment eu le feu dans la maison, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un très très gros danger, aussi bien chez Toshiba que chez Castorama, puisqu'ils ont laissé prendre au maximum, je crois, 4 minutes et quelques. Moi, j'avais jugé à 5 minutes l'écart irréversible. Oui, Loïc. Bernard, à moins de 9 km, je pense même que maintenant nous sommes aux 8 km, oui, à 8 km de l'arrivée, 1 minute 02. 1 minute 02 donc d'avance pour les 5 échappés qui sont toujours, rappelons-le, Kiefel, Vermont, Bombini, Pedersen et Lehmann sur le peloton. André, Oui. juste un petit détail pour notre confort en ce qui concerne le jeu FR3 et les cycles Peugeot. Étant donné qu'on a pris l'antenne comme d'habitude à 13 h, les téléspectateurs qui nous suivent et qui sont donc très assidus sur ce jeu n'ont pas eu beaucoup de temps pour pouvoir jouer. Alors, étant donné qu'aujourd'hui c'est une ascension et ça va prendre un petit peu plus de temps, on va leur donner jusqu'à 5 km de l'arrivée, tout à fait exceptionnellement, car il y a beaucoup d'appels, je le sais, vous êtes nombreux en ce moment à vouloir pianoter 3615 code FR3 pour désigner le meilleur animateur. Vous avez donc jusqu'à 5 km de l'arrivée, donc le jeu n'est pas tout à fait terminé. Voilà ce que je voulais vous dire, André. Bravo Daniel, on sent là votre sens de la justice et de la mesure. Et on pourrait rappeler également aux téléspectateurs que dans le peloton, il y a des coureurs qui font de très gros efforts, peut-être plus importants que ceux qui sont dans l'échappée. Et à ce moment-là, on voit Bombini qui effectivement ne semble pas au maximum de ses possibilités. Jusqu'à présent, on n'a pas passé beaucoup aux zones du peloton, pourtant eux également, il faut beaucoup de travail, on ne pourrait pas faire eux. Vous avez vu que l'écart est descendu à 36 secondes. Une facture très lourde pour une attaque de Vermont et de Pedersen. Et les hommes de tête seront rejoints pratiquement vers l'entrée du Faron. Alors pourquoi maintenant on le voit, et historiquement on comprend, mais pourquoi les Motorola pour faire l'allure du peloton, Bernard? Parce que les Motorola veulent très certainement placer Anderson en tête au pied de ce col. De toute façon, ils savent que Kiefel, n'ayant plus que 30 secondes d'avance, n'a plus aucune chance pour remporter l'étape. Donc maintenant, ils jouent la carte de leur leader Anderson. Loïc, vous êtes avec le groupe d'échappés ou avec le peloton? Je suis en compagnie des échappés, mais j'ai presque envie de vous dire que je suis en compagnie de tout le monde, car en se retournant, Bombini vient d'apercevoir la tête du peloton, avec effectivement Phil Anderson bien placé dans la tête du peloton, et nous sommes en train d'accéder au Mont Faron. Nous entamons la montée avec Per Pedersen toujours en tête, Greg Lemon en 3e position, Kiefel est lui aussi bien placé. Merci, et la Loïc. jonction va se faire. Merci Loïc. Au moment où se fait la jonction, donc toujours Bombini qui est décroché par ses 4 coéquipiers d'échappée. Et devant, dans le peloton, on voit les Motorola, on voit toujours les Histor Sigma. Et on va voir maintenant le vainqueur sans doute arriver. Et il faut dire que c'est la 8e fois que Paris-Nice termine au sommet du Mont Faron une étape. Et qu'à chaque fois, eh bien, le vainqueur de Paris-Nice se trouvait parmi les 4 premiers au sommet du Mont Faron. Donc, messieurs, il faut être dans les 4 premiers du Mont Faron pour gagner au moment où la jonction est faite. C'est la fin de l'échappée de Greg Lemon. Oui, quand même. Kiefel insiste. Vous savez que Kiefel a déjà gagné en haut du Mont Faron il y a 4 ou 5 ans. Dans sa roue Per Pedersen. Et c'est Kvasfol qui fait l'effort pour le peloton, pour revenir sur les 2 hommes, alors que tout le reste de l'échappée est maintenant englouti dans le peloton. Qui voit-on en tête du peloton, Loïc? Kvasfol. Loïc? Oui. Qui voit-on en tête du peloton? Est-ce qu'on retrouverait des coéquipiers de chez Castorama? On attend quelque chose de Laurent Fignon. Est-ce qu'on voit d'autres concurrents? Je pense en particulier à Stephen Roche. Est-ce qu'on voit les leaders de ce peloton du Paris-Nice en tête? Je ne peux pas pour l'instant me laisser décrocher. Le commissaire international m'a prié tout à l'heure de repasser devant les échappés, ce que nous avons fait, d'où la petite interruption de mon commentaire tout à l'heure. Mais je ne vois pas pour l'instant les Castorama au plus près de la tête du peloton. Je vois en revanche beaucoup de Toshiba, des Motorola, et c'est toujours entre parenthèses Kiefel qui est en tête. Martial Gaillard n'est pas loin lui non plus. Les Castons, j'en aperçois. Oui, j'aperçois Laurent Fignon bien placé dans la première partie de ce peloton, car il y a déjà une cassure
Jesper Pedersen lui est toujours là. Il y a une petite cassure. Il faudrait que je me laisse décrocher. Romain Pinsec est là lui aussi. Très bien Loïc, envoie donc en tête du peloton toujours Pedersen, toujours Keffel et puis aussi le champion de Belgique, Claudy Criquelion, ce qui nous permet au passage de préciser que nos amis belges nous suivent toujours autant sur FR3. Et donc Claudy Criquelion est dans le coup, Bernard. Et oui, et que ces pentes du Mont-Faron lui rappellent peut-être ses Ardennes natales avec certains passages à 19 ou 23%. Des passages équivalents à ceux des routes de la classique Wallonne-Liège-Bastogne. Voilà, et c'est maintenant que commence vraiment le Mont-Faron. Vous voyez le changement dans la lue à des concurrents qui étaient déjà en cote et tout d'un coup, boum! 23%, c'est une pente extraordinaire, très très dure. Oui Loïc. Oui, accélération de Xwagvold. Nous l'avions vu déjà tout à l'heure à la droite du peloton. Valsfol qui a laissé s'épuiser les équipes Toshiba et Castorama à la poursuite de son leader Greg LeMond en profite maintenant pour contrer, alors que Criquelion se maintient très bien en tête de ce groupe. Car il n'est plus question de peloton et on voit poindre maintenant en troisième position sur la gauche de votre image Tony Rominger qui finalement avait fait une bonne opération ces derniers jours en laissant hier la tête du peloton Paris-Nice à son coéquipier Pascal Lans. Tony Rominger attendait tout le monde dans le Faron et lui il est là. Oui, il me semble également apercevoir Martial Gaillan, son équipier, juste derrière lui sur la même ligne. Oui Bernard, non seulement Martial Gaillan, mais aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, Laurent Fignon, Phil Anderson n'est pas loin, Eric Caritou non plus. Ils sont dans la première partie du peloton. On retrouve évidemment tous ces leaders en tête au pied du Mont-Faron parce que la course a été préparée également par leurs équipiers, par leurs coéquipiers, surtout d'ailleurs par leurs coéquipiers. Il est indispensable d'amener son leader en bonne position au pied de ce Mont-Faron et pour cela les équipes désignent toujours 1, 2, parfois 3 coureurs pour remonter leur leader à environ 5 km avant le pied, le placer dans les meilleures conditions possibles. C'est la raison pour laquelle vous avez vu les coureurs attaquer avant la véritable montée du Faron, attaquer à tout va, pour d'une part soit remonter leur leader ou ceux qui ont leur leader devant se mettent à rouler très très fort pour empêcher bien sûr les autres de venir prendre leur place. Toujours en tête donc Claudy Criquelion et à ses côtés Tony Rominger qui est très bien placé. Loïc, on a vu aussi en fin de peloton Laurent Jalabert, tout en fin de peloton. Et qu'est-ce qui se passe exactement en tête? On a l'impression que les aides sont encore très présents à 5 km du sommet. Absolument, les leaders sont tous là, mais j'ai un mal fou à m'approcher de la tête du peloton car nous avons affaire à un commissaire international très scrupuleux qui ne veut pas que nous descendions à la hauteur de la tête du peloton et qui inlassablement nous fait signe de repasser devant sa voiture. Mais effectivement, tous les leaders sont, pour l'instant, je me mets debout sur les pédales, oui, ils sont encore tous là, avec une belle impression offerte par Tony Rominger, mais j'espère que vous n'avez pas oublié aussi le petit Jérôme Simon qui est en train de nous faire un petit numéro dans la roue de Claudy Criquelion. Nous remontons là le peloton de ceux qui commencent à trouver le temps long, avec en particulier le dossard 82, c'est Phil Anderson qui semblait être décroché. Un petit peu en difficulté, Phil Anderson. Et Tony Rominger qui lui va bien. Il va même très bien car c'est lui qui est en tête du groupe et qui semble décrocher tout le monde. Il connaît très bien cette montée du Mont-Faron, Tony Rominger. Il a fait 1 ou 2 fois par an, notamment à l'occasion du Tour méditerranéen. Et si je ne me trompe pas, c'est Roland Leclerc qui est dans sa roue, mais je l'ai aperçu. Oui, oui, tout à fait, c'est Roland Leclerc. Roland Leclerc qui est 75e au classement à 3,51. Le Français qui est bien donc avec Tony Rominger en tête. Pour le moment, les deux échappés, les voilà. Tony Rominger qui a gagné le Tour méditerranéen ici et qui pourrait bien gagner Paris-Nice ici. Eh oui. Et Laurent Fignon a rétrogradé dans la fin de ce petit groupe. Est-ce que vous trouvez aussi dans ce groupe Greg LeMond, Loïc? Et j'aimerais bien pouvoir le trouver, mais je vous rappelle que le commissaire international est toujours aussi strict avec vous. Oui, il doit pas aimer le bleu et blanc, ainsi que le jaune de FR3. De toute façon, je ne pense pas que Greg LeMond, après l'effort qu'il vient d'accomplir actuellement, ait réussi à
à se maintenir dans ce groupe de tête, alors que par contre, Philippe Bouvatier lui revient sur la tête. Exact Bernard, là je viens de voir au-dessus dans un lacet la composition du petit groupe. Greg Lemon n'est plus dans ce groupe. Je vais essayer de m'approcher derrière Rominger et Roland pour vous donner quand même la composition de ce groupe. Tony Rominger toujours en tête devant Roland Leclerc qui court tout comme Patrice Esnault dans cette équipe Amaya espagnole. Et oui, un Roland Leclerc qui a toujours couru dans des équipes étrangères et si ma mémoire est bonne, uniquement dans des équipes espagnoles. Un Breton en Espagne. Avec le tour de Mauro Ribeiro, non c'est la Moto 2. Ah, c'est Laurent Fignon qui a dégrafé le casque. Ce fameux casque que l'on supportera de plus en plus difficilement dans les montées, je crois. Bernard, le premier groupe derrière les deux échappés. Bernard a signalé quand même dans le petit groupe de poursuite, je l'ai vu, je l'ai aperçu, Stéphane Roche, mais aussi Eric Caritou qui n'est pas mal du tout. Alors que nous avons Fourlan en gros plan, précédé par Bouvatier qui semble avoir fait un retour peut-être un peu trop rapide sur les hommes de tête. Laurent Vignon qui essaie de revenir dans le groupe derrière les deux échappés, Rominger et Leclerc. C'est difficile. C'est une montée extrêmement difficile, survenant après une étape elle-même très difficile, non seulement par son relief, mais également par son allure, par sa rapidité, par les attaques qui ont été portées pratiquement tout au long de l'épreuve, et également marquées par la fatigue des équipes Toshiba et Castorama qui ont effectué une grande part du travail. Derrière les deux hommes, c'est Claudie Criquelion qui fait la plus grosse partie du travail, alors que Stéphane Roche place sur un démarrage dans mon dos à une centaine de mètres seulement de Rominger et de Roland Leclerc. Toujours Tony Rominger qui fait l'essentiel du relais. Il ne fait pas le relais, d'ailleurs c'est lui qui est devant et Roland Leclerc ne fait que suivre à 3 km du sommet du Mont Faron. Oui, de toute façon, Rominger lui ne court que pour le temps, il ne court pas évidemment, s'il peut prendre la victoire d'étape en passant, ça sera bien. Mais lui, il court surtout pour le temps, pour essayer d'éloigner ses principaux concurrents au classement général. Et Roland Leclerc n'étant pas l'une de ses préoccupations majeures. Et il n'a pas tellement à s'inquiéter du Breton, ce dont le Français pourrait bien profiter pour essayer de glaner la victoire d'étape. Alors, Coubigno avec le dossard 131, Claudie Criquelion avec son maillot de champion de Belgique, et chez Tonton Tapie, le fameux Stéphane Roche qui lui a déjà gagné 2 fois Paris-Nice. Eh oui, ce ne sont pas des tout jeunes de la classe, ceux-là, puisque Criquelion a un peu plus de 30 ans, Stéphane Roche les avoisine. Stéphane Roche, il faut le rappeler, a gagné ce Paris-Nice en 80, il y a 10 ans juste maintenant, et il est encore l'un des meilleurs dans ce Mont Faron. Mais meilleur derrière Tony Rominger qui produit une impression étonnante, Tony Rominger. C'est-à-dire que Rominger, je pense, a dû être très bien amené au pied de ce Mont Faron. En principe, il est relativement bien à l'aise dès les pieds du col. Il a pris une petite avance et maintenant il lui suffit de savoir gérer son avance, c'est-à-dire qu'il peut s'imposer le train qu'il souhaite. Alors que derrière, déjà, Roland Leclerc est obligé de suivre son train, puis les autres coureurs derrière sont également obligés de s'imposer à un train qui n'est peut-être pas vraiment celui qu'ils auraient préféré. C'est étonnant que Tony Rominger qui disait cette année ne pas aimer le fait d'être leader unique de Toshiba, finalement il s'adapte très bien à ce rôle-là. Oui, si l'on veut, enfin, il est redevenu leader unique à la suite de la chute de son jeune équipier Pascal Lans. Mais je pense que de se sentir dans cette équipe Toshiba qui occupait les 6 premières places du classement général, l'a certainement rasséréné parce qu'il n'avait tout de même pas de gros problèmes en cas de légère défaillance. La preuve hier, il a laissé partir un coéquipier qui faisait le travail pour lui, comme l'a rappelé tout à l'heure Daniel Leclerc. Et pourtant, Rominger a réussi à reprendre son maillot aujourd'hui. Il n'a pas vraiment la pression de toute la course sur le dos, il la partage avec ses équipiers. Petit événement avec pour la première fois depuis bien longtemps un relais de Roland Leclerc qui n'a pas duré bien longtemps, mais enfin ça prouve peut-être que Roland Leclerc essaie d'impressionner Tony Rominger. C'est une façon peut-être de se tester également, et puis une certaine façon aussi de vouloir faire adapter son train par Rominger, mais le Suisse ne se fait pas laisser faire. Toujours en tête, Tony Rominger devant Roland Leclerc. Louis, qu'est-ce que vous êtes avec le groupe de chasse, si on peut dire?
En tout cas, dans ce groupe, on retrouve en tête Claudie Criquelion, à ses côtés Stéphane Roche, juste derrière Coubigno. On dirait que Pinsec fait également partie de ce groupe. Nous allons essayer. Jérôme Simon, peut-être là aussi. Simon. Oui, je pense qu'il s'agit plutôt de Jérôme Simon, un groupe qui a l'air de monter maintenant à son rythme. C'est une façon de dire. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils montent doucement, ils essayent de monter à la limite oui, maximale du régime, alors qu'un coureur de RMO, je pense. Et oui, peut-être Jérôme Simon. Jérôme Simon de chez Z. Et voilà, c'est peut-être Marc Madiot avec son 295. Oui, belle performance de Marc Madiot. Retour aussi du 64 Martial Gaillan qui est toujours dans les bons coups. Belle performance de Martial qui avait crevé en début d'étape et qui est bien revenu. Mais Martial était très bien placé au pied de ce Montfaron, au début de côte. Et il a dû laisser filer au moment de l'attaque de Rominger. Oui, Loïc. Oui, j'étais privé de liaison pendant un moment. Je voulais effectivement vous parler de ce petit groupe au sein duquel on a pu apercevoir Marc Madiot et sur lequel vient de revenir Eric Caritou qui à un moment était lâché. Et encore plus loin, beaucoup plus loin maintenant, se trouve Laurent Fignon, pas très éloigné quand même de ce petit groupe, environ 300 mètres. Et je n'aperçois toujours pas Phil Anderson en revanche. Oui, Phil Anderson, on l'avait vu avec notre deuxième caméra, avec la Moto 2, qui était déjà décramponné au début du Montfaron. Ça veut dire qu'on a peu de chance de voir Phil Anderson à l'arrivée. L'an dernier, c'était Miguel Indurain qui s'était imposé ici au Montfaron devant Laurent Fignon, Boyer, Argentine. Et finalement, en dehors de Indurain, on voit que tous ceux qui étaient dans le groupe de tête de l'an dernier ne sont plus là. Ce qui prouve simplement que Tony Rominger, qui attaque encore, est beaucoup plus fort que tout le monde aujourd'hui. Ouais, voilà, ce n'est pas une attaque vraiment franche de Rominger, c'est plutôt une accélération, mais qui était très très difficile à supporter par Roland Leclerc. C'est dire la forme dans laquelle se trouve actuellement le coureur. Et c'est fini malheureusement pour Roland Leclerc. Rominger a lui très bien digéré son accélération qui était fatale à Roland Leclerc. Encore 8 maintenant, 7 virages avant le sommet du Montfaron, vous l'avez vu sur cette incrustation de Régis Forissier. Et Tony Rominger qui a sans doute maintenant fait la différence pour s'imposer au sommet du Faron comme au sommet de Paris-Nice, avec le maillot blanc de leader qui s'offre à lui sans doute. Ah oui, très certainement. Et d'ailleurs, il faudrait être vraiment très très costaud, alors il faudrait un accident, comme malheureusement il y en a eu un aujourd'hui pour Pascal Lance, pour qu'il perde son maillot de leader, parce qu'aujourd'hui le Suisse, dans ses 6 km de l'ascension du Montfaron, est vraiment le meilleur du peloton. Tony Rominger en tête, facilement en tête à 6 virages de l'arrivée, devant Roland Leclerc et derrière le groupe de chasse. Vous êtes avec lui, Loïc? Oui, j'étais avec le groupe de chasse où Claudie Criquelion fait un travail énorme, mais il est aidé dans sa tâche par un étonnant Marc Madiot, alors que je ne suis plus qu'à 1 km de l'arrivée. Roland Leclerc passe à 1 km de l'arrivée, il a maintenant une centaine de mètres de retard sur Tony Rominger et environ 200 mètres d'avance sur le petit groupe de Claudie Criquelion. Atle Klasbol qui vient justement de retrouver ce groupe de poursuivants. Ils sont maintenant 8 à participer à cette tasse, essayer de revenir sur Roland Leclerc. Oui. Évidemment. Oui, c'est très difficile de vraiment s'organiser en montant comme ça, chacun roule comme il peut, alors que Rominger, sans doute très très motivé par la présence aujourd'hui du grand patron de la firme Toshiba, qui s'est déplacé tout exprès de Tokyo. Il n'aura pas fait le voyage pour rien, ce monsieur, puisque Rominger va lui offrir un très très beau succès en haut de ce Montfaron, tout en récupérant, et de quelle façon, son beau maillot de leader. Tony Rominger qui avait 27 secondes de retard sur Pascal Lance, mais qui avait 1 minute d'avance déjà sur Phil Anderson et André, plus encore sur Laurent Fignon. Oui, 30 secondes d'avance pour Tony Rominger sur le petit groupe dont vient de sortir Coubigno. Combien de secondes d'avance? 30 secondes. 30 secondes d'avance pour Rominger sur le groupe de chasse. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'état de fraîcheur de Rominger, mais dans les lacets, il s'est permis de donner un petit coup d'œil en bas pour voir où en étaient ses adversaires, ce qui dénote non seulement une bonne connaissance du terrain, mais également une intelligence vive, une présence d'esprit
d'un homme qui, bien sûr, est fatigué parce que la montée est très difficile, mais qui conserve encore d'immenses ressources. Oui, eh bien Loïc, voilà Tony Rominger qui approche de l'arrivée pour lui poser des questions. Il va falloir que vous fassiez très vite. Et si vous pouviez aussi interroger quand il arrivera Greg LeMond, parce que c'est lui qui aujourd'hui a remporté le point du trophée FR3. Ils sont 4 à égalité maintenant pour ce trophée. Il y a donc Greg LeMond, il y a Patrick Deschenaux, il y a Victor Klimov et il y a aussi évidemment Phil Anderson. Ils sont 4 à égalité et c'est demain que l'on connaîtra le vainqueur du trophée FR3. Mais toujours Tony Rominger en tête. Ouais, très très beau final de Tommy Rominger qui essaye de grappiller encore quelques précieuses secondes. Il ne se désunit pas, il monte très très bien et il va terminer à la même allure dans un état de fraîcheur remarquable. Il s'est retourné une dernière fois pour essayer de juger de son avance sur ses adversaires. Et il va l'emporter ici au Montfaron dans un style, je le répète, vraiment remarquable. Il est très très à l'aise. Et belle revanche pour ce Suisse qui avait perdu le Tour méditerranéen sur le Faron et qui gagnera sans doute le Paris-Nice grâce à cette étape du Montfaron, à moins que l'on continue d'attaquer comme on l'a fait depuis avant-hier. Il se passe toujours quelque chose sur cette 41e Paris-Nice. L'arrivée. Et l'arrivée, la victoire de Tony Rominger. Effectivement, il se passe toujours quelque chose sur ce Paris-Nice. Depuis hier, les coureurs ont décidé d'attaquer. On se rend compte qu'il peut y avoir une très très belle course. Alors qu'il y a un sprint entre Leclerc et Criquelion, on dirait, ou Cubigno. Oui, Cubigno, c'est très très difficile. Regardez le sprint que font les deux hommes. C'est extrêmement éprouvant ici, cette montée du Montfaron. Alors que Caritou va prendre la 4e place. Deuxième Leclerc, 3e Cubigno, 4e Caritou, 5e Criquelion et 6e Jérôme Simon. Voilà, belle victoire donc de Tony Rominger qui prend bien sûr le maillot jaune, qui conforte la position des Toshiba avec l'arrivée maintenant de Martial Gaillan derrière Annecy. Et nous n'avons toujours pas vu Phil Anderson. Valvol qui termine maintenant avec son dossard 46. Toujours pas d'Anderson, toujours pas de Laurent Fignon, toujours pas évidemment alors que Bouvatier termine. Jalabert également, Fourlan également. C'est bien pour Jalabert qui était déjà 7e au sommet du Faron l'an dernier et qui là est dans les 10 premiers aussi, 10-12e. Ah, Ampler. Uwe Ampler qui termine l'Allemand. Il est 15e. Ouais. Merci pour nos amis allemands qui relaient aussi ce Paris-Nice. Dans le même temps que son compatriote Kummer. Ah, et qui est son ex-champion olympique. Kummer et Ampler, effectivement. D'ailleurs, elle est à peu près certain maintenant que tout à l'heure, l'équipe roulait justement pour Bernard. Oui, au moment où va arriver Laurent Fignon, tout au bout de la ligne droite, il reste encore 100 mètres pour Laurent Fignon, qui est à la peine, qui a décroché son casque et qui le porte toujours. Voilà, Laurent Fignon qui franchit maintenant seulement. Si on pouvait avoir le temps, ce serait parfait de Laurent Fignon. Son retard aujourd'hui, c'est Tony Rominger. Oui, Mathieu, c'est à vous. Voilà, je laissais reposer un peu Tony, car Tony, vous avez fait un bel effort dans l'ascension du Montfaron. J'aimais bien cette montagne ici et j'ai déjà gagné 2 fois, c'est la 3e fois. Vous avez eu peur pendant le parcours parce que vous avez eu quand même jusqu'à plus de 4 minutes de retard sur les mônes. Sur les mônes et sur Kiefel qui lui grimpe bien aussi le Montfaron. Oui, je sais, j'ai eu peur, mais grâce à l'équipe de Castorama, de Fouignon et notre équipe qui a marché très fort, nous avons eu un peu de problème. Parce que l'ange tombe est très grave et c'est vraiment dommage. Vous pensez maintenant aller avec le maillot de leader jusqu'au col d'Aise? Vous avez fait le plus dur travail aujourd'hui? Nous avons tout fait un bon travail aujourd'hui, mais demain c'est vraiment très difficile encore avec la descente d'en avant et on va voir encore. Merci Tony. Oui, et au moment où vous interrogiez Tony Rominger, est arrivé Phil Anderson bien loin dans les 25-30e à peu près pour Phil Anderson, ce qui ne correspond pas tout à fait évidemment à son niveau. Aujourd'hui donc au Montfaron, victoire de Tony Rominger avec 37 secondes d'avance sur Roland Leclerc et Lotino Cubigno.
40 secondes d'avance sur Eric Caritou, 46 sur un groupe formé de Tony Criquelion, Jérôme Simon, Marc Madio et Stéphane Roche qui est toujours dans le coup, Stéphane. Il ne faudrait surtout pas l'oublier. Non, il ne faut pas l'oublier, mais il est tout de même assez loin maintenant du Suisse Rominger. Et Stéphane Roche ne paraît pas disposer ici d'une excellente... Il a une bonne équipe, mais je ne sont pas peut-être pas aussi efficaces que pour LFC Toshiba. Toujours des coureurs qui arrivent maintenant. De se rendre compte que beaucoup des concurrents étaient groupés au pied du peloton et que certains concurrents nous arrivaient là actuellement Bourguignon. Et Tony Rominger qui est récompensé à la fois pour sa victoire d'étape au sommet du Faron et tout à l'heure pour sa récupération du maillot blanc de leader de Paris-Nice. Tony Rominger qui a priori a déjà gagné le Paris-Nice, seulement attention, encore une fois, les coureurs maintenant attaquent dès le début des étapes et demain, entre Toulon et Mandelieu et la Napoule, il y a 183 km et il y a surtout à 18 km de l'arrivée le Tanneron qui pourrait faire lui aussi une sérieuse différence parmi les meilleurs qui un coup est déjà parti. Ouais, de toute façon, on n'a jamais gagné tant qu'on n'a pas franchi la dernière ligne d'arrivée. Évidemment, Rominger est le concurrent qui a le plus de chances, surtout lorsqu'on le voit, comme on le voit actuellement à l'écran. Par contre, c'est vraiment lui qui a le plus de chances de remporter ce Paris-Nice. Malheureusement, il peut y avoir des aléas contraires. Oui, Loïc, vous êtes avec un cycliste, je crois. Oui, j'ai à mes côtés Phil Anderson. Oui, Loïc, avec Phil Anderson. Voilà, j'attends que la caméra revienne jusque moi. Et Phil Anderson est déjà à la terrasse du café. Et pourtant, récupéré. Il est en train de récupérer. Et Phil, ça s'est peut-être pas passé tout à fait comme vous l'imaginiez. Ah non, oui, je reste tranquille. Mais maintenant, je pense sur le Milan San Remo. C'est-à-dire que pour vous, maintenant, le Paris-Nice, c'est terminé. Oui, je crois, oui. Ah, il y a encore de l'étape. J'attends, je vais toujours rester. Est-ce que vous ne payez pas aussi un peu vos efforts que vous avez prodigués à la fois au début de saison dans le Tour méditerranéen et puis ensuite en Italie? Oui, j'ai commencé avec le bon condition, mais j'ai encore des conditions. Mais hier, j'ai fait beaucoup de travail en tête. C'est la raison, je suis un peu fatigué aujourd'hui, mais c'est pas encore fini. Qu'est-ce qu'on vous sert, la file? Comment? Qu'est-ce qu'on vous sert? Vous êtes à la terrasse du café. Ah oui, je bois la panache. Merci, Phil, toujours autant d'humour, alors que vous avez vu pendant son interview le leader du classement du meilleur grimpeur, l'Allemand Hundertmark, qui est maintenant confortablement installé à la première place. Mais attention, car Tony Rominger a marqué des points aujourd'hui et il pourrait le dépasser grâce au classement du Tanneron. Et maintenant seulement arrive Greg LeMond qui a pris une formidable bûche dans le Mont-Faron. Il était pratiquement arrêté à l'arrivée. Oui, parce que Greg LeMond, comme tous ses compagnons de fugue, ont fait de très très gros efforts jusqu'au pied de cette côte. Et après, évidemment, on est non seulement diminué physiquement, mais également moralement, mentalement, parce qu'il n'y a plus rien à faire. On a vécu d'espoir jusque-là. Je crois que c'est notre ami Vermotte là qui est arrivé. Et il arrive un moment où on craque complètement, on n'a plus d'espoir, plus rien à espérer, et tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de terminer la course. Et on peut se rendre compte que certains coureurs sont encore dans la montée du Mont-Faron, alors que Phil Anderson lui est tranquillement en train de boire un coup à la terrasse. Oui. Hundertmark 11 points au classement de la montagne devant Tony Rominger 10 points, parce qu'on marque 10 points quand on gagne le Mont-Faron, et 9 points pour Didier Thuot, qui a fait longtemps la course en tête dans les premières étapes de Paris-Nice et qui maintenant évidemment commence à payer un tout petit peu ses efforts. Oui, mais qui peut encore revenir au classement de la montagne. Rien n'est encore perdu définitivement pour Didier Thuot. Loïc, ce serait bien si vous pouviez nous trouver quelqu'un comme Jérôme Simon ou Eric Caritou qu'on n'a pas vu encore répondre à vos questions. Oui. Eh bien écoutez, je vais aller vous chercher Jérôme. Jérôme. Puisqu'on parle de Jérôme. Voilà. Oui, Jérôme, Simon est avec vous. Oui, je suis là. Je suis là avec Jérôme. Extraordinaire, Loïc. Ouais. Absolument. Mais Jérôme, lui, est extraordinaire. Je ne sais pas si moi je suis extraordinaire, mais lui est extraordinaire parce que vous avez fait une belle montée. Oui, je termine 6e en haut du Mont-Faron. Bon,
c'est pas mal. Maintenant, on verra demain. Mais vous avez, Greg a attaqué très tôt ce matin. Ce n'était pas prévu. Qu'est-ce que vous aviez prévu exactement? Non, c'était prévu d'attaquer de loin. Bon, Greg a fait une très belle échappée. C'est bête qu'il n'a pas pu prendre le paron avec 1 minute. Voilà pour Jérôme Simon. Quant à Greg Lemon, il est dans sa voiture. Je vais essayer d'aller le chercher. Il est resté le récupérer, mais si vous pouviez le prendre quand même, ce serait très bien, car Greg Lemon a subi une grosse défaillance. Mais Bernard, attaquer comme ça, faire 150 km en tête pour Greg Lemon en début de saison, c'est quand même intéressant, parce que depuis 2-3 ans, il ne nous avait pas habitués à ça. Greg. Oui, c'est une certaine façon de se tester, une certaine façon de voir où on en est physiquement, et puis de voir également s'il est capable de se motiver assez pour attaquer, peut-être pas pour rien, parce qu'il a tout de même prouvé quelque chose aujourd'hui, mais finalement, qu'est-ce qu'il a gagné? Rien du tout. Donc c'est une certaine façon de se prouver lui-même qu'il est encore capable d'attaquer, qu'il est capable de lancer des échappées, et qu'il est capable d'aller jusqu'au bout. On l'a vu impressionnant dans les descentes, dans la moindre descente, il relançait son groupe d'échappés, il faisait vraiment la course lui tout seul. Greg Lemon est en avance, ça veut dire qu'il pourra tenir jusqu'au Tour de France, parce que presque maintenant c'est la question qu'on se pose avec lui. Il a 3 mois superbes, et s'il commence au mois de mars, eh bien ça veut dire qu'au mois de juin, il sera peut-être un peu loin de sa meilleure forme. Oui, mais maintenant avec les méthodes d'entraînement nouvelles, on arrive à faire des programmes pour les coureurs et à leur mettre des moments d'intensité dans la saison et d'autres moments de repos, qui leur permet d'arriver en forme à peu près au moment où il le désire, pour même quelqu'un qui se connaît très bien, d'arriver en forme juste à l'instant précis où il le veut. Et merci aussi à Régis Forissier qui, comme vous savez, il avait entendu qu'on avait parlé de Didier Thuot sur le Star 18, nous l'a montré au moment où il a franchi la ligne d'arrivée il y a quelques secondes. Merci Régis. Et oui, vous êtes avec Greg Lemon ou avec un autre coureur? Non, je suis avec Greg Lemon, mais il est très entouré évidemment, puisque c'est lui l'homme de la situation, en tous les cas aujourd'hui. Vous avez longtemps cru Greg quand même. Oh non, j'ai pensé peut-être ça peut aller jusqu'au bout. Mais je savais on peut perdre vite 3 minutes sur le dernier montée, parce que quand tout le monde a bien roulé, on a mis des grands braquets toute la journée. C'est une grosse différence quand tu fais 120 km devant et tu fais 120 km dans la roue. Vous êtes littéralement écroulé dans la montée du Mont Faron, où vous avez vu que c'était fini et vous avez laissé faire. J'étais tout bien jusqu'à 1 km au pied jusqu'au pied, j'avais des crampes dans les jambes. Oui. C'était bien. Au moment, j'avais des crampes. Mais... Seulement 1 km de l'arrivée. Non, 1 km de pied de la Faron. Oui, Loïc, il avait donc les grosses jambes à ce moment-là. Hein. Comment? Il avait les grosses jambes à ce moment-là, mais demandez-lui s'il s'était vraiment plaisir à être en tête comme ça et à impressionner tous les suiveurs de ce Paris-Nice dans les descentes. Oui, Greg, vous vous êtes fait plaisir quand même aujourd'hui. Oui, c'était bien. Je me sentais très bien, fort. Je sais que je suis un peu lourd pour monter avec les meilleurs pour le final de Faron. Et je savais au départ que je voulais faire des étapes pour faire partir une échappée, pour faire partir de course. Mais, on ne sait jamais, des fois ça peut marcher, des fois ça marche pas. Vous savez que vous avez fait plaisir à tout le monde, vous nous avez fait encore un numéro dans les descentes époustouflants. Oh, ça je descends mieux que je monte en ce moment, c'est normal. Merci Greg. Bravo. Ça c'est la disponibilité quand même du champion qui peut faire de l'humour alors qu'il vient de perdre du temps, qu'il vient de perdre une étape, qu'il vient de perdre Paris-Nice, et il trouve ça très bien parce qu'il y a toujours un moyen de se consoler et de faire quelque chose de bien. Loïc a dit qu'il avait fait plaisir à tout le monde, mais je pense qu'il s'est fait plaisir à lui aussi. Comme se fait plaisir là, Roland Leclerc qui termine au sprint, petit sprint pourrait-on dire, pour la deuxième place au sommet du Faron. Ça fait plaisir, mais dans la douleur quand même. Hein. C'est très très dur. Finir au sprint, être obligé d'accélérer encore l'allure à l'arrivée, c'est quelque chose de vraiment très difficile. Oui, et il reste encore 2 étapes, merci Régis, dans ce Paris-Nice. Demain, une étape de 183 km entre Toulon et Mandelieu, avec un horaire un petit peu différent pour nous, pour le direct de FR3. Et dimanche, le contre-la-montre, le fameux contre-la-montre du Col d'Aise. Le vainqueur de dimanche sera peut-être pas le vainqueur de Paris-Nice, car le vainqueur de Paris-Nice, vous l'avez interrogé par Daniel Manjas, c'est vraisemblablement Tony Rominger.
Oui, sauf accident bien sûr, qui est toujours possible, alors que termine très attardé, on pourrait dire très décontracté. Nos amis semblent avoir vu Bjarne Riis avec le départ 17 et 18, c'est Didier Tué. Effectivement. Deux garçons qui ont fait énormément d'efforts sur le plat, avec la grosse, comme disait tout à l'heure Greg LeMond, c'est-à-dire avec des braquets immenses, des grands braquets, et qui, évidemment, sont tout à fait arrêtés au pied du... Alors, vous savez comment on appelle ça en cyclisme? On dit, je me suis fait une bosse. Pourquoi? Parce qu'il a buté justement au pied de la bosse. Une bosse qui vous avait été très favorable dans le passé, car je crois que vous aviez battu une année Eddy Merckx. C'était donc le reportage en direct de FR3 sur la 6e étape du 41e Paris-Nice. Une étape où, encore une fois, eh bien, ce sont les caméras de FR3 Lyon qui vous ont permis de découvrir les derniers mètres de cette course avec la victoire de Tony Rominger, aidé bien sûr par tous nos amis de la vidéo mobile et de la SFP. Tout cela dirigé par Régis Forissier. Les commentaires étaient de Loïc Mathieu, ainsi que les questions aidées de Bernard Thévenet. Merci, au revoir, on se retrouve demain, 14h, 15h, vous l'avez vu, horaire un tout petit peu décalé pour la 7e étape entre Toulon et Mandelieu-Nanapoule avec le Tanneron. Décidément, nous ne laisserons aucun répit à ces concurrents du 41e Paris-Nice. Au revoir, à demain. Et merci à Régis Forissier de...